Bonjour à toutes et à tous, bienvenue dans cette nouvelle édition de la vie des diocèses. Alors cette semaine, on vous emmène en Seine-et-Marne à la rencontre des catholiques du diocèse de Meaux, un territoire qui comprend deux pôles d'une certaine manière. Il y a un secteur est et sud qui est encore rural, il y a aussi une frange ouest très urbanisée, avec entre autres choses un dynamisme démographique très important et qui est encore appelé à croître. Et c'est un gros enjeu pour l'Église catholique, on va le voir dans cette émission. Alors on a en Seine-et-Marne une population de 1 400 000 habitants aujourd'hui, territoire diocésain qui est structuré autour de 17 pôles missionnaires pour plus de 500 clochers. On compte aussi une quarantaine d'établissements scolaires au sein de l'enseignement catholique et presque une trentaine de communautés religieuses. Du côté des prêtres, du côté du clergé, il y a 100 prêtres de moins de 75 ans et 40 prêtres de plus de 75 ans, donc un clergé plutôt jeune. Alors la relève, elle sera notamment parmi les 15 séminaristes qui sont actuellement en formation pour le diocèse. On compte aussi dans ce diocèse de Meaux presque une cinquantaine de diacres permanents. Un diocèse de Meaux dont nous parlons dans cette émission avec son évêque, Monseigneur Jean-Yves Namias. Monseigneur, bonjour. Bonjour. Merci d'avoir accepté notre invitation sur ce plateau. Alors vous êtes évêque de Meaux depuis 2012. On peut aussi signaler que vous êtes membre du Conseil de prévention et de lutte contre la pédophilie. Alors quelques éléments sur votre parcours, quelques éléments biographiques, quelques dates. Vous êtes né en 1957, vous avez été ordonné prêtre en 1989 donc pour l'archidiocèse de Paris, où vous serez vicaire général, puis vous serez ordonné évêque auxiliaire de Paris en 2006. Jusqu'en 2012, avant donc d'être installé évêque de Meaux. Votre devise épiscopale, que tous soient un, afin que le monde croie. Alors, Monseigneur Namias, on peut peut-être commencer par évoquer un fait d'actualité du renfort pour votre diocèse et pour vous-même, à titre peut-être personnel. C'est la nomination d'un évêque auxiliaire, très récemment, qui sera ordonné à la fin du mois de septembre. Monseigneur Guillaume de Lille, première question, pourquoi finalement la nomination d'un évêque auxiliaire pour votre diocèse et finalement quel sera son rôle? Quel est son rôle? Bien, je pense que le pape François a pris une très bonne décision en nommant Monseigneur Guillaume de Lille. C'est un homme d'expérience humaine, d'expérience pastorale. Il connaît bien le diocèse, prêtre du diocèse. Alors qu'est-ce que ça va changer? Eh bien, il va être évêque. Et donc, je vais avoir un collaborateur qui va avoir reçu le sacrement qui fait de lui un évêque. Et il pourra intervenir eh bien, pour les confirmations et dans tous les villes et villages où il veut aller, il va y aller avec l'autorité pastorale d'un évêque. Voilà, donc je me réjouis de cette nomination et puis je vous invite... vous qui nous écoutez, eh bien, à venir à son ordination à la cathédrale de Meaux le 28 novembre à 15h30 et venez un peu avec de l'avance si vous voulez trouver une place facile d'accès. Et puis j'indique pour ceux qui ne connaissent pas, eh bien, la cathédrale de Meaux n'est pas chauffée. Donc elle est chaleureuse, elle est très belle, mais venez avec un bon manteau. Rendez-vous est pris, donc les précautions seront prises. Alors, Monseigneur, je l'évoquais en préambule dans cette émission, le diocèse a vraiment une sorte d'explosion démographique, 40 000 habitants de plus en 5 ans. Comment voyez-vous ce dynamisme 15 000 habitants par année pour les années qui viennent. Ça va s'accroître. Et toutes les prévisions sont toujours fausses en Seine-et-Marne. C'est toujours plus que ce qu'on a indiqué. Donc voilà, c'est un phénomène, ce qui est un peu normal parce que on est en Île-de-France, on est donc à l'Est, un Est qui n'est pas encore très développé, et donc il y a de la place. Donc ça va continuer. Vous le voyez comment pour l'Église comme enjeu en fait? Ben, c'est un vrai défi d'accueillir cette population. Une population qui souvent est de tradition catholique. Et donc quand ils arrivent dans des villes nouvelles ou dans des villages, eh bien ils arrivent avec une demande souvent sacramentelle, rattraper les sacrements que les enfants n'ont pas reçus. Voilà, c'est donc une demande qui est très, très forte et qui
nous stimule. Alors toutes les communautés paroissiales ont à accueillir des nouveaux arrivants. Et le défi, c'est de se mettre à leur accueil et de comprendre leurs attentes et leurs désirs profonds. Alors justement, il y a un secteur qui est en plein boom démographique, économique, c'est le secteur du Val d'Europe, depuis notamment l'arrivée de Disneyland, d'où le projet que mène votre diocèse, un travail de longue haleine, construire un ensemble qui va comprendre une église, un établissement scolaire et aussi un centre culturel. C'est le projet Saint-Colomban, dont la pose de la première... Et un collège, un lycée, et après, j'espère, une école. Dans un premier temps, un collège et un lycée, et puis une école. Donc un ensemble scolaire, à côté d'un centre culturel et d'une église. Et ensemble, c'est-à-dire que j'ai souhaité que ça soit dans la même parcelle. Alors juridiquement, ça ne peut pas être le cas, mais c'est la même parcelle de terrain et qui va donner une certaine ampleur. Alors pour l'instant, le terrain est encore un terrain vague, mais le terrain est déjà défini. Alors pour voir un petit peu comment ce projet va se construire, je vous propose de le découvrir avec ce reportage d'Ophélie Marien. On regarde. Ce n'est encore qu'un champ, mais d'ici à 2023 s'élèvera ici une église. Regardez, ici on est sur le parvis. Alors ça sera un très chouette parvis avec un beau dallage. Et puis à peu près ici, vous avez la nef principale et le clocher qui montera ici à 36 mètres de haut. 26 000 mètres carrés de terrain ont été concédés au diocèse de Meaux pour devenir l'espace Saint-Colomban dans ce quartier en pleine expansion du Val d'Europe. Là, vous avez l'église, le centre paroissial et le presbytère. Une partie ici qui va servir d'auditorium, qui pourra être reliée pour étendre la capacité de l'église. Bernard est impliqué dans le projet depuis 2007 et s'il parle de place, ce n'est pas pour rien. Dans ce territoire en plein essor démographique, une église de grande taille est plus que nécessaire. Le père Charles, curé du lieu, en est bien conscient. À quelques kilomètres de là, à Céris, c'est l'heure de la messe. L'église Saint-Michel n'a que 200 places. C'est la seule église de cette commune où il y a la messe tous les dimanches. C'est un village de quelques centaines d'habitants dans les années 70. Aujourd'hui, on s'approche plus de 20 000. Et avec les 4 autres communes qui forment le Val d'Europe, on est à une agglomération à peu près à 40 000 habitants qui est à la moitié de son développement. Donc autant dire que c'est une chapelle par rapport aux besoins que nous avons de rassemblement. À quelques minutes du parc Disneyland Paris et des immenses centres commerciaux du Val d'Europe, un grand lieu consacré au spirituel manquait. Une ville sans église est une ville sans âme. Ça, c'est une citation d'un des architectes de Disney. Donc nous nous inscrivons dans le cadre de la construction de cette ville, qui est donc véritablement une ville. Et actuellement, le territoire possède des églises de village. Donc tout simplement, on a besoin d'un lieu central, identifié, dans lequel on pourra se réunir tout simplement, et qui soit témoin de la présence de Dieu au milieu de nous, et qu'on puisse se retrouver pour nous tourner vers lui. Même pour les messes du dimanche, on met régulièrement des bancs à l'extérieur ainsi que des chaises pour pouvoir accueillir tous les fidèles, surtout pour les fêtes, parce que la population du Val d'Europe grandit avec tous les logements qui se construisent, etc. à l'extension de Disneyland Paris. Va falloir forcément augmenter la capacité d'accueil des fidèles. Face à l'augmentation de la population, les établissements scolaires catholiques n'ont plus assez de place pour de nouveaux élèves. L'espace Saint-Colomban prévoit donc également l'ouverture d'un lycée et d'un collège privé catholique. Nous n'avions pas d'établissement scolaire catholique sur ce secteur-là, les établissements du secteur étant sur Lagny, ici à Bussy-Saint-Georges ou à Villeneuve-le-Comte, voire un peu plus loin après. Et ce sont des établissements qui refusaient déjà beaucoup d'élèves, donc nous ne pourrions pas accueillir plus d'élèves. Et ça vient aussi d'un besoin ou d'un souhait de certaines familles de pouvoir mettre leurs enfants dans un établissement avec un projet catholique. C'est une vraie nécessité qui est d'ailleurs reconnue par le rectorat, puisque dans les échanges que j'ai avec le rectorat pour l'ouverture de cet établissement, ils se sont immédiatement mis en accord avec nous pour que nous puissions ouvrir cet établissement. L'ouverture du lycée et du collège est prévue en 2023 et devrait être suivie par celle d'une école maternelle et primaire.
Alors, Monseigneur Damias, 2023, c'est demain, c'est bientôt. Comment on fait pour mener à bien un projet comme ça c'est quand même pas rien, et j'imagine aussi que financièrement, pouvez-vous nous expliquer un petit peu comment les choses sont faites, comment le diocèse arrive à avancer? D'abord, c'est vraiment un travail qui demande de la ténacité. Et puis c'est un travail, alors nous on sait faire dans l'Église, c'est un travail d'un corps. C'est que seul on ne peut pas réaliser ce projet. Et donc il y a la mobilisation du Père Charles Conudé qu'on a vu avec ses équipes locales, dont Bernard Morel, qu'on a vu tout à l'heure. Il y a l'enseignement catholique qui est mobilisé autour de Benoît Lecouter. Il y a les architectes, il y a ceux qui nous conseillent pour l'immobilier, le cabinet Bazin. Il y a mon économe diocésain qui fait les comptes en particulier. Voilà, c'est une équipe qui est très soudée. Et puis chacun doit aller au bout de sa compétence. Parce que moi, je ne suis pas architecte, moi, je ne suis pas financier. Je vois les besoins du diocèse et les besoins locaux de la construction d'une église et d'un établissement scolaire. Et donc c'est tout ça qui nous permet d'avancer paisiblement ou avec beaucoup de chaos et puis et de détermination. Construire en France aujourd'hui, ce n'est pas facile. C'est qu'il y a les réglementations qui sont normales. Hein. On a obtenu les 2 permis de construire. Voilà, il faut continuer. Les travaux vont être engagés quand? Très bientôt. Très bientôt. Ben, j'espère, parce que il ne faut pas se décourager. Et donc, dès que le Covid le permettra, dès que nous le pourrons, nous lancerons les appels d'offres et nous commencerons la construction, sachant qu'aujourd'hui, construire n'est pas la phase la plus longue, puisque vous avez expliqué que on ouvrirait pour septembre 2023. Donc c'est très rapide. Mais la phase qui est longue, eh ben, c'est la conception, c'est l'administration, c'est tout ça qui demande de la patience. Alors, vous avez aussi le projet Sainte-Bathilde à Chelles. Est-ce que vous pouvez nous en dire 2 mots de cet autre projet qui est important pour le diocèse? On n'a pas parlé du tout du financement. Qui porte tout ça, finalement? Eh bien, les généreux donateurs, tous ceux qui le peuvent, peut-être ceux qui regardent KTO, qui peuvent nous faire un don. C'est grâce au don des fidèles que nous pourrons construire cette église, ce centre pastoral, ce presbytère et demain le collège et le lycée. Voilà, Alors vous parlez de Sainte-Bathilde sur Chelles. Eh bien, je suis comme évêque dans cette situation particulière, c'est que j'ai 2 églises à faire sortir de terre. Chelles, qui est une ville importante pour la Seine-et-Marne, hein, et il y a une chapelle qui vient d'être juste détruite, et nous allons construire une église, un centre pastoral, un presbytère au centre de Chelles. Voilà, j'espère beaucoup de cette construction, parce que il y a déjà une communauté chrétienne nombreuse qui est là, de toute origine. Et donc, là aussi, il faut leur trouver les locaux adaptés. Et on leur doit cela. Vous parliez tout à l'heure de cette population qui arrivait, qui était finalement croyante, de tradition chrétienne pour une partie. Comment, dans un diocèse comme le vôtre, qui bouge très vite, on arrive à faire finalement cohabiter des traditions alors chrétiennes, mais qui sont parfois différentes? C'est une vraie question, et c'est très sensible sur le diocèse de Meaux, parce que nous avons des personnes qui... un jour, j'ai rencontré dans la même journée quelqu'un qui remonte à avant Jeanne d'Arc, de présence en Seine-et-Marne. C'était des métayers. Eh bien, la terre étant tellement bonne, ils ont toujours voulu rester dans le canton. Bon. Et le soir, j'ai croisé dans une ville nouvelle une femme africaine qui était avec ses 2 ou 3 enfants et avec des valises en carton, c'est-à-dire complètement déracinées.
Alors c'est ça nos communautés chrétiennes en Seine-et-Marne. C'est des gens qui habitent cette terre, qui l'aiment, et d'autres qui arrivent du monde entier, avec bien sûr cette foi qu'ils ont, qui est vivante, et ils attendent des communautés qui les accueillent et qui leur permettent de pratiquer. Alors, votre diocèse se prépare à accueillir les reliques des époux Martin, les parents de Sainte Thérèse de Lisieux, notamment. Alors, c'est une vraie préparation, puisque les reliques vont tourner dans les pôles missionnaires, aussi dans les établissements scolaires. Dans les 17 pôles, dans tous les collèges et lycées, dans les monastères, dans les EHPAD, j'espère dans l'une ou l'autre prison. Donc, c'est la possibilité de se rassembler autour des reliques, et on sait, il y aura des reliques de Sainte Thérèse, et on sait que Sainte Thérèse, il y a une mobilisation très forte autour de ces reliques, très populaires. Et donc ça va être le cas. Et puis, avec les reliques des parents de Sainte Thérèse, des parents Martin, de Louis et Zélie, on va avoir des temps, je pense, dans tout le département, de piété populaire au bon sens du terme. Alors chaque endroit va avoir inventé comment accueillir ces reliques, comment proposer, avant de se préparer à connaître mieux les époux Martin. Ça va être un très bon moment. Alors, vous parliez donc des époux Martin. Je propose d'écouter un petit peu les explications sur en quoi finalement les époux Martin peuvent aujourd'hui encore toucher le monde contemporain, les familles, les parents du monde d'aujourd'hui. On écoute. Ce qui nous a marqué dans la vie de la famille Martin, c'est les difficultés qu'elle a rencontrées. C'est les difficultés liées à la vie professionnelle, les difficultés liées à la santé, aussi bien du père, Louis, que de son épouse Zélie, des difficultés liées à l'éducation, pour une des filles qui s'appelle Léonie, etc. Enfin, des difficultés qui existent aujourd'hui dans nos familles. Et on doit regarder comment Louis et Zélie Martin et leurs enfants ont affronté ces difficultés. Et donc on a prévu d'organiser avec les sanctuaires ou avec des auteurs des outils pédagogiques ou des conférences. Il y a des vidéos sur YouTube, etc. pour d'abord la découvrir. Et en quoi ce qu'elle a vécu, comment elle l'a vécu, est en fait très actuel. Donc il y a une première phase qui est une phase de découverte de cette famille. C'est quand même Louis et Zélie Martin, c'est le premier couple à avoir été sanctifié, à être mis sur les autels en tant que couple. Donc c'est un exemple à regarder et à traduire dans nos vies d'aujourd'hui. Monsieur Namias, vous avez souhaité que tout le diocèse, d'une certaine manière, profite de cela. Pourquoi, finalement ? Comme ça a été bien indiqué, c'est les époux Martin sont exemplaires dans ce qu'ils ont vécu, dans les épreuves, dans les joies, et en particulier très proches des situations familiales d'aujourd'hui, dans un autre contexte complètement. Le milieu du 19e, ce n'est pas le début du 21e siècle. Bien sûr, nos familles ne traversent pas les mêmes épreuves, mais on peut comprendre en les regardant comment une famille, parce que c'est bien toute une famille, fidèle au Christ ressuscité, fidèle à l'amour conjugal, fidèle à la vie familiale, est tirée par le Christ, est tirée par sa miséricorde pour la sainteté. Et ça, c'est bien un message contemporain. Un tout autre sujet, Monseigneur Namias, c'est la publication et la présentation début octobre du rapport de la SIAZ sur les abus sexuels dans l'Église, une réalité qui va être travaillée au cours de l'Assemblée plénière des évêques de France à Lourdes. Ma question porte sur le diocèse. Comment ce travail de la SIAZ a été reçu dans votre diocèse pour l'instant, et comment vous souhaitez avancer sur le sujet dans votre diocèse ? C'est un sujet douloureux, grave. Quand nous avons reçu tous ce rapport, nous sommes tous sidérés, effondrés devant l'horreur de ce que ont pu vivre ou vivent de nombreux jeunes
ou anciens jeunes. Donc une vraie honte devant ce que des prêtres, des religieux, des laïcs ont pu faire subir à d'autres personnes. Donc c'est vraiment la sidération, la honte. Alors c'est ce que je vois chez les fidèles. Donc après le temps de réception, eh bien je vois que leur attente est forte. Leur attente pour que plus jamais ça. Je crois que le pape François a une belle expression juste qui nous montre la mobilisation qu'on doit vivre. Eh bien c'est tolérance zéro. Et vous me demandiez ce que je compte faire, c'est cet objectif de tolérance zéro que je me donne. Pas de compromission, pas de défense de l'institution. Si nous avons quelque chose à dénoncer, je le ferai auprès du procureur. Donc c'est une très grande clarté. Et puis l'autre élément, la prévention, c'est pas simplement pour quelques jours, c'est pour des mois, des années, des décennies. Et donc comment arriver à ce que on puisse vivre cette prévention de manière continue. Donc ça va être la formation en particulier de tous ceux qui interviennent auprès de jeunes. On a vu que dans ce rapport, il y avait beaucoup de laïcs qui étaient également concernés. Donc c'est tous qui doivent être formés à un regard non pas suspicieux, mais à des repères. J'ai édicté un certain nombre de repères pour l'action pastorale auprès des jeunes. C'est ça qu'il faut faire. Il faut le faire avec détermination. Il faut renouveler la capacité de veille, de continuité. Voilà ce qu'il faut faire, qu'il faut essayer de faire. Alors, Monseigneur Damas, on arrive à la fin de cette émission, dans la toute dernière partie, le moment où les fidèles vous posent directement leurs questions de terre. Volontiers. Et une première question de Patricia. Bonjour Monseigneur, j'aimerais vous demander quand est venue votre vocation, quel a été votre parcours jusqu'au sacerdoce, quelles sont les paroisses par lesquelles vous êtes passé et qu'est-ce qui vous a mené jusqu'à devenir évêque. Voilà. Alors, la réponse serait peut-être très longue s'il fallait répondre à tout, mais votre vocation, oui. Juste peut-être une chose pour Patricia. Oui. Je suis à sa disposition si on se croise pour répondre à cette question avec plus de temps. Je dirais que c'est vers 19 ans, 20 ans que cet appel, je l'ai entendu, et comme une cloche qui sonnait, c'est-à-dire que c'était l'appel du Christ qui s'adressait à moi. Et donc j'ai cru longtemps que j'avais longtemps hésité. Quand je suis devenu, plusieurs années après, responsable du service des vocations du diocèse de Paris, j'ai vu que j'avais répondu très rapidement. Donc, mais c'était peut-être lent pour moi, je n'en sais rien. En tout cas, voilà, ce sentiment d'être appelé par le Christ lui-même. Une autre question de Laurent. Bonjour, cher Père évêque, je suis M. Laurent Baclure. Et puis, ces derniers temps, dans les sondages, on constate une baisse constante de la foi chrétienne de la part de la population française. Et je voudrais savoir qu'est-ce que nous pouvons tous faire en tant que chrétiens, en tant que laïcs engagés et tout, pour essayer de redynamiser la foi dans la société parmi les chrétiens. Voilà. Et je vous remercie. Que faire? Annoncer le Christ sauveur. Voilà, c'est tout. Alors, je vois que Laurent est de Melun. Je ne crois pas qu'il doit constater que les églises de Melun sont de plus en plus vides. Elles sont de plus en plus pleines grâce au travail et au bon travail des prêtres et des équipes locales. Voilà, donc en Seine-et-Marne, mon problème, c'est plutôt que les chrétiens trouvent des églises trop petites. Et une dernière question de Marie-Élisabeth.
J'avais eu toute une petite question à vous poser, c'est de savoir si vous ne pouvez pas revoir l'attribution des sacrements pour nos enfants, parce que moi j'ai cette inquiétude avec l'évolution de la vie et que les enfants, après la classe de 3e, s'occupent beaucoup plus de leur avenir, de ce qu'ils vont faire à l'université, comment ils sont beaucoup plus éparpillés et ne sont plus concentrés sur leur foi. C'est tout. Merci beaucoup. Voilà, notamment la confirmation, hein, j'imagine que c'est aussi ce qu'elle évoque. Celle qui pose la question dit c'est tout, mais c'est une vraie question. C'est-à-dire que selon les époques, nous avons toujours offert une pastorale des jeunes, en France en tout cas, avec beaucoup de précision, une pastorale des jeunes adaptée à la croissance des jeunes. Et nous le voyons bien. Les jeunes sont dans des univers très différents, et puis là, elle nous donne un point clé, c'est-à-dire qu'à un moment donné, le jeune bascule sur son avenir. Donc, sans doute, et donc ça, c'est des choses qu'on doit réfléchir, proposer la préparation des sacrements et les sacrements plus tôt. Merci beaucoup, Monseigneur Namias, d'avoir répondu aux questions, à nos questions et à celles des fidèles de votre diocèse. Merci à vous d'avoir suivi cette émission. Pour en savoir plus sur le diocèse de Meaux, je vous invite à aller sur le site internet dont l'adresse s'affiche en bas de votre écran. Pour revoir cette émission et bien d'autres, allez sur notre site internet ktotv.com. Merci de votre fidélité. À très bientôt.